Bien, merci. Je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous et vous remercier de m'avoir invité. Quand Jean-Paul Ségade, un soir à Paris, me dit, voilà, on organise un colloque, tu voudrais bien participer, j'ai spontanément répondu oui, mais je ne savais pas à quoi j'allais participer. Et d'ailleurs, au demeurant, c'était pas le but recherché. Le but recherché, Jean-Paul me demandait, je disais oui. Et puis au fil du temps, quand j'ai commencé à recevoir les documents, et je me suis dit, mais que puis-je faire dans ce colloque entre un universitaire de droit éminent qui effectivement a tout dit, un homme aussi de terrain, puisque vous avez choisi quelqu'un qui gère du public et du privé, mais déjà deux personnalités de cette stature ne me suffisaient pas. Hier soir, pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire en 45 ans de vie publique ou syndicale, eh bien, j'ai eu le plaisir de manger avec l'archevêque de Marseille. Et je dois dire que, alors, il n'y a pas eu de miracle, je vous rassure, mais surpris quand même du niveau de discussion, et nous étions deux ou trois autour de lui, et sur la spontanéité de ses réponses et la qualité du dialogue que nous avons eu ensemble, y compris sur les problèmes de protection sociale. Alors, de quoi puis-je vous parler? De beaucoup de choses, mais je vais essayer quand même, peut-être un peu ce matin, de vous parler de protection sociale, parce que quand même, on en a peu parlé. Et je vais vous parler un petit peu de protection sociale à travers le financement de la protection sociale que vous connaissez. Je vais également vous parler un peu de l'hôpital que vous connaissez mieux que moi. Et puis je vais vous parler d'un troisième sujet qui me semble important, c'est de l'overdose médiatique. C'est-à-dire, vous êtes maintenant au moins avantagé de quelque chose, vous n'avez pas besoin de réfléchir puisqu'on réfléchit pour vous. Regardez un journal de télévision, une chaîne publique, on pourra faire aussi la comparaison, on vous explique ce qu'il faut penser de l'institutrice qui vient de se suicider en tombant du 4e étage, mais on ne vous parlera pas obligatoirement de manifestations importantes qui se passent en Tunisie ou dans un certain nombre de pays. On ne vous parlera pas, j'ai écouté un Premier ministre qui a eu du mal. Les questions du journaliste, c'était « serez-vous candidat au municipal en 2014 ?» Et le ministre, le Premier ministre, voulait parler de la difficulté de l'euro. Mais le journaliste, c'était quand même bien « serez-vous candidat au municipal de 2014 ?» qui certes a son importance, à Paris. Alors, je crois qu'il y a une inversion un peu quelquefois des sujets et que l'important, c'est pas toujours ce qu'on attend. Alors, je voudrais remercier Jean-Paul Ségade de m'avoir invité parce que je trouve qu'une possibilité de s'exprimer, c'est toujours quelque chose d'important. Et puis parce que nous nous connaissons avec Jean-Paul depuis quand même très longtemps. Mais première observation, quand il m'a posé la question, j'ai regardé ce qu'était votre groupement de recherche et d'application hospitalière. C'était la première chose. Et de m'apercevoir que, à l'initiative de 5 CHU, en 1974, vous aviez décidé de faire ce groupement. Alors, en général, quand on fait un groupement, quand on fait une association, ça correspond à quelque chose. Eh bien, volonté, je reprends textuellement la phrase que vous avez écrite,
C'est la volonté de créer un espace de réflexion et de rechercher en dehors des schémas traditionnels et du protocole figé. Ah, je me suis dit, là, je vais essayer de m'intéresser, j'ai ma place. Mais je trouve quand même qu'en 1974, écrire cela, il y avait quand même une forme de pertinence. Mais quand on connaît un peu l'histoire de la protection sociale, si on se remet en 1970, on voit bien que des gros CHU pensaient qu'en dehors des dialogues officiels qu'on pouvait avoir, il y avait quand même des choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le discours, mais il y a aussi les gens de terrain qui ont sans doute quelque chose à apporter. Et puis si je regarde les 5 objectifs que vous avez vous-même définis, promouvoir la réflexion et la recherche en matière de gestion hospitalière, participer à la formation tout au long d'une vie de ses membres, entreprendre, réaliser ou faire réaliser des actions de formation, susciter les contacts et les échanges d'expériences en France et l'étranger, développer les valeurs culturelles qui animent ses membres. Vous aviez quand même déjà un état d'esprit assez précurseur pour, en 1974, définir ces 5 objectifs. Puis, excusez-moi, mais si je prends le 4e, susciter les contacts et les échanges avec les pays étrangers, en Méditerranée, vous répondiez déjà non pas peut-être aux problèmes du public, du privé, mais de la nécessité d'échanges. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, la paix de Marseille doit avoir à peu près une centaine de réalisations avec un certain nombre de pays étrangers. Je cite le rapport de Patrick Mordelet sur la coopération hospitalière. Eh bien, on constate que en 1974, vous aviez déjà une volonté politique forte de pouvoir travailler avec les pays qui, effectivement, sont autour de la Méditerranée. Alors, je vais répondre aux questions, mais avant, vous m'avez demandé qui j'étais. Alors, je ne vais pas complètement me dévoiler, parce que tout psychiatre dit qu'on ne se dévoile jamais complètement, et c'est peut-être pas plus mal que cela. Certains ont une tendance naturelle à vouloir se développer d'une façon importante. Il y a des divans spécialisés en la matière. Mais une vie un peu simple et en même temps un peu atypique. D'un gamin de 17 ans qui rompt avec le système scolaire, qui a l'avantage à l'époque de trouver du travail, on appellerait ça aujourd'hui du petit boulot, et puis de rentrer dans une administration qui était la Poste comme auxiliaire. Et puis, je m'ennuyais un peu, enfin très vite. Je trouvais que la réglementation était rigide et le syndicalisme m'a plu. Nous étions dans les années 72 et je n'ai pas choisi. C'est pas une vocation, le syndicalisme, c'est une passion. Mais ma vie professionnelle s'est continuée d'ailleurs toute seule. Ça m'a posé un problème parce que plus personne ne me retrouvait quand je suis parti en retraite, mais ça c'est pas grave. Mais j'ai fait effectivement du syndicalisme. Et là j'ai connu des choses extraordinaires. Alors je ne sors pas de grande école. Je dis de temps en temps en plaisantant, moi j'ai fait l'université de la rue, j'ai fait ma formation à travers mes mandats et ça m'a apporté beaucoup. L'enrichissement est extraordinaire. J'ai été président d'une caisse primaire d'assurance maladie dans la Mayenne, mon département d'origine. En 83, c'était la deuxième fois qu'il y avait des élections à la sécurité sociale. Et c'est la première fois aussi que j'ai rencontré l'hôpital. D'abord parce que j'ai été désigné administrateur à l'hôpital de Laval. Et deuxièmement, alors pour les plus anciens d'entre vous,
C'est la première fois aussi que l'assurance maladie a rencontré l'hôpital à travers la commission de l'article 35. On ne peut pas dire que l'assurance maladie a été très bonne dans le cadre de ces commissions de l'article 35. Vous donniez le nom de tribunal populaire et je partage tout à fait cette définition. Il y avait une forme de maladresse de l'assurance maladie, alors que quand même la commission de l'article 35 a apporté des relations qui ont eu lieu sans doute quelques années plus tard entre l'assurance maladie et l'hôpital, même si je crois que le financeur se doit d'avoir des contacts, mais pas administratifs, pas hiérarchiques, mais des contacts au moins humains. Alors, est-ce que les médecins conseils des caisses primaires sont toujours comme il faudrait? Est-ce que les hôpitaux sont... Mais peu importe, c'est pas obligatoirement le débat, mais comme quoi, quelquefois, quand deux administrations se rencontrent et sont condamnées à travailler ensemble, elles réussissent à ne pas s'entendre. Ensuite, je suis devenu président de la Caisse nationale d'assurance maladie. J'ai plus travaillé avec les médecins libéraux. Est-ce que les médecins libéraux sont plus faciles que les médecins hospitaliers? Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Ils sont l'un et l'autre d'abord médecins. C'est-à-dire qu'ils exercent leur art en dehors de tout le monde. Ce qui fait que sous forme de hiérarchie, c'est pas toujours obligatoirement facile à travailler. Mais nous avons avancé. Je m'honore toujours, même si, excusez-moi mesdames d'utiliser un terme un peu vulgaire, si je me suis fait engueuler un certain nombre de fois. 93, c'est là où nous avons commencé à inscrire dans des conventions la notion de maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses. Et quand vous alliez expliquer ça à des médecins, j'aime autant vous dire que vous n'étiez pas accueillis avec un enthousiasme délirant. Et pourtant aujourd'hui, le problème, est rentré dans les mœurs. C'est pas parfait, mais il y a eu une évolution. Si quelque chose est sans doute difficile à faire bouger, c'est la mentalité. Il faut quelquefois 10, 15 ans pour faire avancer les choses. Alors voilà pour la présentation. J'ai rencontré à nouveau l'hôpital sur mes 3 dernières années parce que j'ai eu l'avantage. J'ai fait partie des rares syndicalistes à prendre ma retraite le jour de mes 60 ans. Souvent dans la tradition, vous réclamez la retraite à 60 ans, mais vous la prenez à 70 ans. Professionnellement, j'ai arrêté de travailler à 60 ans et le ministre m'a nommé conseiller général des établissements, ce qui n'existe plus. Pensez en rentrant dans ce petit groupe que c'était beaucoup plus un cimetière d'éléphants que toute autre chose. Nous étions sous l'autorité du ministre, ça n'a pas duré longtemps, on a été sous l'autorité de l'administration centrale très vite, et on faisait des missions demandées par la ministre. Le ministre qui m'avait nommé souhaitait connaître d'une vue extérieure l'application des 35 heures dans les hôpitaux. Ça me passionnait, je trouvais qu'il pouvait y avoir des choses à dire, ça renforçait ma culture, et quand je suis rentré, on m'a dit bonjour d'abord, on m'a mis dans un petit bureau de 9 mètres carrés, aucune réprimande puisque c'est les conditions, on m'a donné un ordinateur, je ne savais pas vraiment me servir d'un ordinateur, et on m'a dit vous allez faire 2 missions, d'abord les transports sanitaires, deuxièmement la situation des étrangers en situation irrégulière qui vont se faire soigner dans les hôpitaux.
je n'ai pas fini le rapport, je suis parti avant, parce que j'essayais d'expliquer à la ministre, Madame Bachelot, que c'était quand même compliqué de recenser des gens qui étaient en situation irrégulière. Par définition, ils ne se déclaraient à aucune autorité administrative et qu'il était donc compliqué. Et je vous passe ce que vous connaissez. Il n'y en a pas puisqu'ils sont tous en AME et que courageusement, on ne gère pas le problème. Mais avant, je n'oublie pas vos deux questions. Moi, je dis deux questions parce que, bien entendu, il y a sphère publique ou sphère privée. Et puis, il y a l'approche côté méditerranéen, mais je vais y revenir. Peut-être pour compléter un peu les choses, je suis aussi un peu agnostique. C'est-à-dire que j'ai une tendance naturelle à penser que la vérité n'est pas toujours certaine. On le voit bien, certains jours, ce qui est établi comme une vérité, eh bien, peut être contredit le lendemain. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce domaine. C'est pour cela que nous avons monté, et quand je dis nous, parce que vous avez pu voir une jeune personne qui est à côté, qui est assise derrière, très silencieusement, et qui est le cofondateur avec moi du club de réflexion de l'avenir de la protection sociale. Je ne cesse d'expliquer la contradiction qu'il peut y avoir entre le fait de voter un budget tous les ans à travers une loi de financement et de laisser ou de permettre à des établissements hospitaliers eh bien, de faire des investissements à 5 ans, à 10 ans. Vous voyez bien, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est vous, monsieur, et sur la souplesse, la rigidité de l'approche budgétaire. Oui, vous êtes autorisé, mais pour cette année, on verra l'année prochaine. Et peut-être que les règles changeront. C'est vrai que ça pose problème. Alors, nous voulons réfléchir et à plus long terme. La protection sociale, c'est comme un très très gros paquebot. Ça ne se dirige pas au millimètre près et ça demande du temps pour que la manœuvre soit accomplie. Alors, c'est quelque chose que nous avons, nous, voulu essayer de poser et que nous posons. Et la plaquette que nous avons pu faire, vous avez à l'intérieur tout. Je vous rassure, elle sera refaite dans peu de temps. Nous allons demain, pour cela qu'on a voulu, vous êtes les premiers à avoir le droit de rectifier 2 fautes dans l'édito. Je le dis parce que l'éditeur nous a fait 2 fautes, mais bon, attendez, ça c'est quand on travaille dans la rapidité. Mais nous allons demain à l'université d'été des transports sanitaires à Marseille, chez notre ami Thierry Chiffano, et nous avons voulu mettre à disposition cette plaquette. Mais quand on l'a créée, cette association, nous étions 5. Nous sommes 98 aujourd'hui. Et tous les jours, j'ai même proposé à l'archevêque de Marseille de pouvoir être adhérent. Et en toute honnêteté et en toute sincérité, nous avons des généraux, nous avons des ministres, des députés, des sénateurs, mais nous n'avons pas d'archevêque. Je voudrais vous lire un texte. Commencez par là avant de répondre. Là où le cœur du citoyen palpite pour une patrie, les vagissements de l'enfant abandonné appellent cette même patrie à son secours. Homme, il sollicite du travail, infirme, il implore la bienfaisance nationale, vieux, il a le droit au repos, au regard et au secours public. Ils doivent embrasser les générations qui commencent et celles qui finissent. Aucune loi n'oblige un maître à nourrir le domestique ou plutôt l'ami malheureux. Aucune institution n'assujettit un propriétaire à secourir la vieillesse de ses valets de labourage. Aucun règlement n'oblige le fabricant à conserver dans leur vieillesse les ouvriers ingénieux ou fidèles qui l'ont enrichi. Eh bien,
que la République française donne la première, le grand exemple de cette justice, qui n'a pu trouver un asile dans le cœur des citoyens. Qu'il soit ouvert un grand registre, et les citoyens malheureux, les vieillards indigents, auront aussi leur grand livre pour y graver leurs services industriels, leurs travaux agricoles et leurs droits de bienfaisance nationale. Oui, je parle de leurs droits, parce que dans une démocratie qui s'organise, tout doit tendre à élever chaque citoyen au-dessus du premier besoin par le travail s'il est valide, par l'éducation s'il est enfant, et par le secours s'il est invalide ou dans la vieillesse. Ce texte que je trouve absolument admirable, eh bien, c'est un extrait du rapport de Barère du 22 mai 1794 à la Convention nationale au nom du Comité de salut public. Est-ce que ce texte est dépassé? Oui, très certainement. Est-ce que ce texte trouve quand même encore des valeurs, des principes? J'ai tendance à penser que oui. Quelque chose qui me surprend, 30 ans que je fréquente assidûment l'assurance maladie, que je trouve admirable, que j'ai découvert tous les jours. Mais dans le même temps, le nombre de rapports, le nombre de livres, le nombre de documents, le nombre de reportages où on tue la sécurité sociale, où on dit la sécurité sociale ne sert à rien. Que fait-elle? Et pourtant, la sécurité sociale est toujours là. Dans un rapport de mai 1949, le ministre du Travail et de la Santé, qui s'appelait Daniel Meyer, dans un discours de 2h30, point par point, répond à quelques attaques de députés qui contestaient l'utilité de la protection sociale. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la protection sociale a été contestée à sa naissance. Et si d'ailleurs nous avons un système parfois complexe, quand vous allez l'expliquer à l'étranger, j'aime autant vous assurer que ce n'est pas toujours facile, eh bien, vous apercevez que c'est parce que beaucoup de gens n'en voulaient pas. Les agriculteurs n'en voulaient pas, les cadres n'en voulaient pas, les artisans n'en voulaient pas. Les régimes spéciaux, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas toujours les personnes, c'était les structures qui n'en voulaient pas. Parce qu'ils avaient sans doute plus d'argent, ils avaient un meilleur rapport actif-retraité, ils n'ont pas voulu du système. Et que le système a mis du temps à se mettre en place. Et que c'était aussi quand même un système, en 1945, qui explique peut-être ce qu'on peut se poser aujourd'hui. Le général de Gaulle a sorti le système passant un accord avec les communistes, qui n'en voulaient d'ailleurs pas trop. Mais c'était aussi une façon de stabiliser la France. C'était une façon de faire la paix sociale. Excusez-moi, sans doute vous ne serez pas d'accord, mais ce ne sont pas des complexes, c'est l'accord du compromis de 1945. Vous avez une médecine libérale et vous avez une médecine hospitalière publique. Et puis je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, c'est-à-dire une demande des uns, une demande des autres. Parce que nous aurions pu faire peut-être que du public, comme certains pays. Nous aurions pu faire que du privé, comme certains pays. C'est-à-dire que le système français est né d'après-guerre pour établir une paix sociale ou participer à une paix sociale dans ce pays à partir d'éléments qui sont différents les uns des autres, pouvant être contradictoires. Et puis, l'assurance maladie, eh bien, a évolué au fil du temps, mais
Mais je reviendrai tout à l'heure. Faisons attention à tous ceux qui ont tendance tous les jours à nous faire des piqûres comme quoi tout va mal. Rapidement sur le déficit. L'image qui traduit le mieux la protection sociale ou l'assurance maladie, c'est le déficit. C'est le trou. Alors d'autres, je ne mets pas ceux qui identifient ça au gruyère, ceux qui s'enrichissent sur l'assurance maladie. Mais c'est le trou. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours du déficit. Je vais vous démontrer qu'il y a toujours du déficit. Première fois, j'ai, parmi les activités, siégé 17 ans à la commission des comptes de la sécurité sociale. C'est toujours extraordinaire parce qu'on reçoit environ 48 heures avant la réunion de la commission 2 gros rapports à ingurgiter. Et donc un jour, jeune membre du bureau confédéral, je téléphone et je dis, mais attendez, comment voulez-vous qu'on fasse 48 heures avant, les rapports, c'est pas sérieux. Et réponse d'un ministre à l'époque, non, mais on est en train d'arbitrer à Matignon le montant du déficit. Je me suis dit, attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là? Moi, je venais de ma Mayenne, donc j'avais ce que mon institut m'avait expliqué. La différence d'un déficit, c'était la différence entre les recettes et les dépenses. Et eux, ils sont en train d'arbitrer le montant du déficit. J'ai compris avec le temps. Mais si je prends par exemple aujourd'hui, 2011, régime général, extrait de la commission des comptes, pour 2011, 18 milliards de déficit. Énorme, ce n'est pas le plus important. 94 a été plus élevé. Montant des dépenses du régime général, 321 milliards 4. Déficit, 5%, 5,66 pour être très précis. J'ai pris ma feuille d'impôt. Vous pouvez vérifier, comme on en a tous. Dépenses du budget de l'État, 363 milliards 4. Déficit, 91 milliards 6, c'est-à-dire un déficit qui représente 25%. 5 fois plus important le budget de l'État que le budget de la sécurité sociale. On parle quand même 5 fois plus, à mon sens, si ce n'est pas plus, du déficit de la sécurité sociale que du budget de l'État. Je veux bien admettre, objectivement, que dans le cadre de Maastricht, tout est inclus. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais si je regarde les chiffres, en 2004, l'assurance maladie représentait 97% du déficit. Aujourd'hui, il ne compte plus que 43% dans le déficit du régime général. La retraite et la famille, eh bien, sont raison du dépassement. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'assurance maladie, quand je parle d'assurance maladie, soyons bien clairs entre nous, je parle du monde hospitalier, je parle de la médecine de ville. Eh bien, aujourd'hui, depuis 2004-2005, il y a une inversion totale. Je mets en différence ou à côté 2008 et 2009, eh bien, vous avez une diminution lente des dépenses de santé. Très honnêtement, est-ce que ça correspond à ce qu'on explique aux Français? C'est un tort de vouloir expliquer que la situation est malsaine, dangereuse, etc., alors qu'elle est en train de se faire parce qu'on culpabilise les gens, alors qu'il faudrait plutôt les responsabiliser. Donc je crois qu'il y a là un certain nombre de choses. Quand j'étais président de la CNAM, nous étions dans une évolution des dépenses de l'ordre de 10 à 12%. Ça ne posait pas vraiment problème. Il y avait de l'argent. Nous sommes tombés en à peu près une dizaine d'années, 10-15 années, à un taux d'évolution de 3%.
bien entendu, c'est encore un peu plus que le PIB, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de réduire cette partie que d'avoir réduit les 12%. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Y a-t-il des solutions? Je passe beaucoup pour ne pas quand même occuper trop le temps de parole. Est-ce qu'il y a des solutions au système? Je vous dis brutalement les choses, ou du moins sans langue de bois. Je pense que nous n'échapperons pas à une augmentation des cotisations, qu'on le veuille ou non. Le courage politique n'est peut-être pas ce qui prime beaucoup toujours en France. Avoir le courage de dire oui, nous augmenterons les cotisations. Quand je dis cotisations, soyons bien d'accord. Et si c'est de la CSG, c'est de la CSG. Je parle des recettes, en faisant peut-être qu'elles portent le moins possible sur le travail, mais on ne peut pas faire face à des dépenses qui vont aller en augmentant. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai encore vous donné des chiffres en m'excusant. M. François Fillon a demandé début 2011 un rapport piloté par l'Inspection générale des finances. Vous admettrez avec moi qu'on ne peut pas faire mieux, pour examiner 538 mesures dérogatoires qu'on appelle les fameuses niches fiscales et niches sociales, qui représentent une dépense de 104 milliards. Ce même rapport, fait par une douzaine d'inspecteurs généraux de différents ministères, dans un rapport de 6000 pages, dévoilé le 27 août, explique que 125 mesures sont inefficientes en ce qui concerne les niches fiscales, ce qui représente 12 milliards. 99 sont peu efficientes, 28 milliards. 224 mesures qui coûtent 40 milliards. Les niches sociales, 20 mesures sont peu efficientes, 10 milliards. 17 sont inefficaces, 3 milliards. 37 mesures, 13 milliards. Ce qui fait que 261 niches, représentent 53 milliards. Je ne vais pas dire 3 fois le montant du déficit, mais plus de 2 fois et demi. Est-ce que le déficit est un choix? Est-ce que des niches sociales ou fiscales doivent continuer d'exister si elles ne servent à rien? Si elles servent, choix politique. Mais dans la mesure où elles ne servent pas, pouvons-nous, avant de poser le problème du déficit, introduire, et je constate que pour la première fois, le gouvernement a été très courageux, puisque, à partir du rapport, le Premier ministre a commencé à passer le rabot, je reprends l'expression, elle n'est pas de moi, et sur ces niches. D'où, d'ailleurs, ce qui peut paraître quelquefois contradictoire, il y a eu une évolution de la masse salariale, mais dans le même temps, il y a eu aussi des recettes nouvelles qui ont été affectées aux organismes de protection sociale. Donc, est-ce que la protection sociale mérite d'être en déficit? Est-ce que quelquefois des dépenses n'ont pas lieu d'exister et devraient être mises ailleurs pour permettre, mais on va en reparler tout à l'heure dans ma conclusion sur l'utilité de la protection sociale. Puis je vais prendre un autre exemple, mais c'est
c'est plus pour faire plaisir à Jean-Claude Mallet. J'ai lu il y a quelque temps, comme sans doute beaucoup, mais vous voyez, il y a des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Les niches fiscales, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on pouvait affecter des niches fiscales ou sociales aux recettes complémentaires? Ça n'intéresse pas les journalistes. Et moi qui suis syndicaliste, je peux vous dire par expérience, ce qui n'était pas du tout mon cas parce que je me mets plutôt du côté des réformistes, mais quand vous séquestrez un patron, on fait parler de vous. Quand vous discutez avec un gouvernement en disant « Attendez, là, nous pourrions peut-être faire ceci, faire cela », tout le monde s'en fout. Vous n'avez pas une ligne dans un journal. Mais effectivement, du sensationnel, ça plaît. Et pas qu'en matière de syndicalistes. Vous mettez vos seins à l'air devant une caméra, bien entendu, vous aurez tous les droits d'être filmé. Mais je reviens sur une émission. Non, il ne faut pas quand même avoir de mauvaises idées non plus. Monsieur Domenech, ancien entraîneur des Bleus, celui qui emmena la France à la ruine au cours de la pitoyable présentation des footballeurs en Afrique du Sud, Monsieur Domenech a obtenu de la Fédération de football une indemnité de licenciement de 975 000 euros. Quand j'ai lu ça, dans mon jeune âge, j'ai pratiqué les prud'hommes pour défendre des salariés. Je me suis dit, nom d'un chien. Alors, ça amène quelques réflexions quand même. Faut-il payer aussi cher la médiocratie? 975 000 euros, c'est l'équivalent de 738 fois le SMIC brut. 738 SMIC brut. Le montant de l'aide médicale d'État, dont je parlais tout à l'heure, représente 450 millions. 458 millions. Il n'y a jamais assez, mais 458 millions votés par le Parlement tous les ans pour l'AME. À peu près 192 000 personnes. Monsieur Domenech pourrait prendre 2 années de suite les gens qui sont en AME. J'ai rien, je ne connais pas Monsieur Domenech. 495 millions, c'est le montant des économies réalisées grâce à la maîtrise médicalisée en 2008. 358 millions, c'est le montant des économies directes liées à la lutte contre les fraudes depuis 2005. C'est l'équivalent de 260 IRM. Monsieur Ronaldo, Christian de son prénom, a le salaire le plus élevé, 1 083 000 euros par an. Je vous rassure, j'ai vérifié tous mes chiffres parce que je n'y connais rien en matière de football, donc j'ai voulu être sûr. Par mois, oui, par mois j'ai dit. Non ? Pardon, par mois. C'est l'équivalent de 820 fois le SMIC, qui est à 1321,02. Le maire de Paris touche 5 700 euros d'indemnité par mois. Le président de la République, que tout le monde harcèle, touche 23 500 euros. Je livre simplement ces chiffres à votre sagacité par rapport au déficit de la sécurité sociale, en se disant non, mais Madame Segan me l'a dit presque en instantané hier soir. De l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire là aussi plein de choses, mais attendez, vous vivez l'hôpital tous les jours, vous faites vivre l'hôpital. Faut-il faire
des guerres de tranchées. On peut faire une guerre de 100 ans entre l'hôpital public et le secteur privé. Comme nous avons commencé avec le professeur notre discussion hier soir et que nous l'avons continué après le dîner devant un verre, nous sommes d'accord de dire que quand même le service public, même si les définitions ont été lentes à venir, ont été parfois compliquées, il y a une notion forte d'une mission de service public. Et même si quelquefois l'Europe a une tendance d'essayer de chercher un genre de consensus. Mais l'hôpital fait des choses que le secteur privé ne fait pas. Et c'est vrai d'ailleurs pour la santé, c'est vrai pour les pompiers, c'est vrai pour plein d'autres secteurs d'activité. Et on le voit bien, quand il y a des catastrophes naturelles, c'est quand même le service public, et moi je dis tant mieux, qui est mis au premier rang. Donc je crois que c'est quelque chose aussi d'important. Mais ça ne veut pas dire que le privé n'a pas le droit d'exister. C'est mes deux jambes de 45. Et je crois à la complémentarité. Ce que vous avez tout à l'heure expliqué, moi je buvais du petit lait parce que je trouve que c'est l'application intelligente, non pas d'une opposition, mais de quelque chose qui doit se faire conjointement. Et évidemment, on imagine mal de mettre deux services à peu près au même endroit. Mais faisons aussi attention quand même au fait, c'est le syndicalisme, mais c'est aussi le responsable de l'assurance maladie qu'il a été. On peut tuer. Chez moi, on dit, quand on a envie de tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais on peut faire pareil pour l'hôpital. Oui, ça c'est le mot, j'ai compris ce qu'il y avait. J'ai combien encore? Non, mais dites-moi. 5 minutes. 2 minutes? Oh non, on a un chien. Et 2 questions. Allez. Bon, alors... Oui, il faut défendre la coopération hospitalière. Arrêtons d'être stupides, d'opposer les uns aux autres. Deuxièmement, faisons aussi qu'on a un vrai problème de démographie médicale. Les médecins à l'hôpital, quand vous ne les payez pas, ils vont ailleurs. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain. C'est-à-dire que la complémentarité, elle doit aussi se faire. Et je sais toutes les combines qu'on est capable de faire, qui sont d'ailleurs tellement à la marge que quand la Cour des comptes régionale veut épingler, on sait où aller au moins faire les contrôles. Donc je pense qu'il faut effectivement déborder et aller vers la complémentarité. Bien. Alors, je voudrais le dernier, ça va être ma conclusion aussi. Donc, vous m'excuserez si mon intervention est un peu décousue compte tenu de certains sujets que j'ai mis par terre. Et je suis stupéfait, je l'ai dit depuis 30 ans, des rapports alarmistes sur la sécurité sociale, sur la protection sociale. Pour un exemple, est-ce que les Américains qui ont un système diamétralement opposé fonctionnent mieux que nous? 14% du produit intérieur brut, 45 millions d'Américains. J'ai été expert à la demande du gouvernement quand Clinton a voulu faire. Et j'ai compris quelque chose rapidement. 1. Le poids des assurances n'accepteront jamais un système de protection sociale tel que nous l'avons. 2. Les Américains n'en veulent pas, parce que la mentalité est totalement différente. Ils n'acceptent pas, c'est dramatique, mais c'est comme ça, ils n'acceptent pas de payer
pour quelqu'un qui est dans la rue. C'est un constat, mais c'est fort. Mais ce qui me scandalise quelquefois, c'est quand même de voir la France. Enfin, tout va mal en France, alors que tout va bien. Prenez plein de chiffres, mais regardez toutes les contradictions. Sport d'hiver, oh là là, ça va mal, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Ah, les sports d'hiver n'ont jamais autant fonctionné. Les vacances d'été, on ne peut pas. Tout le monde va au sport d'hiver. Plus les Français, d'ailleurs, l'année dernière, que les étrangers. 80 millions de... La France est le premier pays qui reçoit le plus de touristes. Et quand vous prenez toute une liste de choses où nous sommes vainqueurs, eh bien, et quand je dis vainqueurs, c'est plus parfois sur le plan économique. Alors par contre, effectivement, il y a une évolution de la société, une évolution du progrès. Est-ce pour autant qu'il faut remettre les outils? J'ai noté tout à l'heure l'intervention précédente sur Euroméditerranée. On ne démolit pas, on rénove. Mais excusez-moi, ce qui est vrai sur le site extraordinaire d'Euroméditerranée ne pourrait-il pas être extraordinaire sur la protection sociale? Pourquoi vouloir démolir quelque chose qui, depuis 1945, remplit, renforce, permet à des individus de gagner leur dignité ou de conserver leur dignité quand ils sont malades? Pourquoi cette notion cette valeur de la République, plutôt que d'être démolie, ne serait pas rénovée? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.